Bonjour Frédéric Valletoux. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député Horizon de Seine-et-Marne, président de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée, ancien ministre de la Santé. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann, bonjour Monsieur Valletoux. On va commencer par un mot sur l'actualité internationale qui rejoint l'actualité parlementaire, puisqu'hier il y avait un débat à l'Assemblée nationale sur le conflit Israël-Iran. François Bayrou y a défendu le rôle singulier de la France, mais c'est une position qui a été fustigée par la gauche lors de ce débat, particulièrement la France insoumise qui, je cite, s'est dite stupéfaite de son incapacité à condamner l'agression israélienne. Qu'en dites-vous ? C'est pas surprenant, la gauche est toujours, et notamment LFI, toujours sur les mêmes positions. C'est-à-dire qu'effectivement, il lit avec des yeux qui sont toujours du même prisme et de la même manière ce conflit et ce qui se passe à Gaza. Pour autant, le Premier ministre a une parole qui était modérée, qui se voulait équilibrée et qui reprenait les positions exprimées par la France. Avec peut-être deux sujets sur lesquels il faut insister. C'est que toute cette période pendant laquelle la France n'est pas un acteur majeur du conflit, qui se joue d'abord sur d'autres territoires et avec des puissances hautes, mais néanmoins qui doivent nous rappeler deux choses. D'abord, et c'est l'intention du président de la République, et on y est engagé, à réarmer notre pays, c'est-à-dire à relancer des filières industrielles d'armement pour nous protéger, nous et l'Europe. Et le deuxième sujet, c'est effectivement peut-être d'aller vers un renforcement des coopérations militaires européennes. Mais quand on acte hier à l'OTAN une augmentation des dépenses de défense à 5%, alors 3,5% en réalité, plus 1,5% qui sont un peu des dépenses connexes, bon, mais même 3,5%, est-ce qu'on a les moyens de renforcer nos dépenses compte tenu de l'état des finances publiques à 3,5% du PIB ? C'est un impératif et ça doit nous renvoyer derrière le débat des finances publiques à une maîtrise de la dépense publique sur d'autres postes, dans d'autres volets. On sait qu'il y a des sujets sur lesquels il va falloir qu'on s'attaque dès le budget 2026 pour contenir la dépense publique en France. Mais après, c'est un choix de priorité. Et dans les priorités du moment, il y a le renforcement des forces de sécurité. C'est inscrit dans la loi de programmation sur la sécurité intérieure. Il y a aussi le renforcement des forces armées. C'est inscrit dans la loi de programmation. Et est-ce que le président a raison dans ce contexte de vouloir reconnaître l'État de Palestine ? C'est toujours la position de la France. Là-dessus, on ne change pas. Et il le fait, il le fera en disant qu'il le fait à des conditions. Pour l'instant, il ne le fait pas. Il dit son intention, à des conditions effectivement de reconnaissance aussi par un certain nombre de pays arabes de la nécessité de sécurité pour la Palestine, pour Israël. Et donc à partir de là, c'est vrai que si ces conditions sont réunies, oui, il n'y a pas de mauvais moment. Ça a toujours été la position de la France. Il la réaffirme à un moment où effectivement, sans doute que cette décision, si elle pouvait être dite, eh bien viendrait calmer un certain nombre de tensions, notamment dans notre pays. Intérieur. Allez, Julien, on va parler de la réforme des retraites. Oui, puisque hier, François Bayrou a annoncé une conférence de presse pour cet après-midi, 17h, pour annoncer son arbitrage sur les mesures qui pourraient être retenues et qui sortiraient du conclave. Qu'est-ce que vous en attendez de cette conférence de presse ? Alors peut-être un peu de clarté dans un débat qui est confus parce que finalement on ne sait plus très bien, n'ayant pas assisté aux discussions bien sûr, et comme beaucoup, puisque c'était un conclave fermé de discussions entre syndicats et patronat, on attend effectivement qu'on vienne clarifier peut-être et conforter des points d'accord qui auraient eu lieu. On entend dire que sur la prise en compte des carrières pour les femmes, de carrières plus hachées pour les femmes, que peut-être sur la pénibilité, il pourrait y avoir aussi des avancées. Donc sur tous ces sujets-là, c'est vrai qu'il va maintenant falloir voir s'il faut le traduire sur le plan législatif, s'il faut le conforter d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que ces discussions, 4 mois de discussion, et ça n'a pas été ni inutile ni mauvais, discuter ça ne l'est jamais. Eh bien, donc il n'a pas été inutile ce conclave. Faire parler les gens et essayer de progresser sur des sujets dont on sait que Édouard Philippe doit faire avoir des doutes sur l'utilité de ce conclave. Non, Édouard Philippe a toujours dit qu'il fallait sans doute pas en attendre tout d'un coup une concorde générale sur ce sujet aussi difficile que les retraites. Mais que le dialogue social fonctionne, Édouard Philippe y est totalement favorable et j'y suis aussi totalement favorable et nous sommes nombreux dans la classe politique à être favorables à ça. Maintenant, il faut effectivement voir ce qu'il en sort. Je pense que s'il y a certaines avancées, même si elles paraissent
paraissent modestes par rapport aux ambitions initiales, il faut quand même les engranger. Donc peut-être que cette conférence de presse, cette annonce du Premier ministre nous donnera la possibilité de voir un peu plus clair dans un débat qui pour l'instant est assez confus. Vous avez compris, oui, parce que le Premier ministre s'est exprimé lors des questions au gouvernement mardi. Il a tracé un chemin, mais j'avoue qu'on n'a pas tous compris exactement ce qu'il souhaitait, soit un chemin réglementaire, soit un choix parlementaire. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous pensez qui serait utile pour résoudre, in fine, ce conclave ? C'est bien ce que je disais, apporter un peu de précision dans un débat qui est confus et parfois mais vous pensez qu'il entretient le flou? Je ne sais pas, je ne veux pas lui prêter de mauvaises intentions. On est sur des sujets qui sont importants, qui sont regardés, qui sont attendus par les Français et qui évidemment viennent un peu dessiner, préciser certains contours de notre pacte social et sur les sujets épineux des retraites. Donc là-dessus, il faut être clair, il faut être transparent et il faut être rigoureux. Mais est-ce qu'il faut un débat au Parlement? Passer par la loi. Après, c'est du droit. S'il y a des ajustements qui... C'est du droit et c'est de la politique. Est-ce qu'il faut un débat au Parlement sur ce sujet? On ne va pas débattre si jamais juridiquement il n'y a pas besoin de changer la loi. Si juridiquement il y a besoin de changer la loi, eh bien il faudra que politiquement on ait ce débat, à l'Assemblée, avec effectivement le risque d'un débat s'il n'est pas borné. C'est une volonté politique. Mais je ne sais pas où sont les points d'accord. J'ai compris. Nous, on a toujours dit la même chose sur les retraites. On ne touche pas à l'âge pivot parce que déjà, on sait que les réformes de Borne en 2020, la réforme menée par Elisabeth Borne et son gouvernement en 2023, de toute façon, n'assure pas la pérennité financière de notre système de retraite pour les prochaines années. Et donc, de vouloir le dégrader, ce serait une folie pure. Et donc, là-dessus, on sera effectivement très vigilant. On connaît d'avance nos positions. On n'en changera pas. Il y a eu à différentes reprises des débats à l'Assemblée qui ont été provoqués par des propositions de loi portées par les uns et par les autres. Aujourd'hui, lancer un débat à l'Assemblée nationale sur la question des retraites, c'est effectivement prendre le risque du grand n'importe quoi. Gérard Larcher, ce matin, il évoque un texte pour résoudre les questions importantes liées à l'usure professionnelle. Oui, mais ça, par exemple, l'usure professionnelle, les carrières féminines, il peut y avoir des choses qui, effectivement, ressortent parce qu'elles ont été discutées dans le conclave, parce qu'elles font consensus ou quasi-consensus entre les partenaires sociaux. Ça, c'est des sujets qu'on peut prendre à bras-le-corps. Mais réouvrir la question des retraites de manière large et générale, dans le contexte actuel, c'est donner lieu à un grand moment de démagogie des uns et des autres. Et là, je parle surtout des forces extrêmes. Il y a un grand rendez-vous républicain qui s'appelle l'élection présidentielle, maintenant dans moins de 2 ans. Eh bien, ça sera sans doute le moment pour les Français de trancher ce qu'ils souhaitent pour leur modèle de retraite. Les socialistes, ils font preuve de démagogie quand ils annoncent un dépôt. Oui, mais n'empêche que c'est les socialistes qui veulent déposer une motion de censure parce qu'ils estiment que le Premier ministre n'a pas respecté la parole donnée, sachant qu'il devait passer devant le Parlement sans totem ni tabou, disent-ils. Les socialistes ont relu les déclarations du Premier ministre et considèrent qu'à l'aune des déclarations qu'ils ont entendues et que nous sommes nombreux à avoir entendues, il y a peut-être un petit décalage entre ce qu'on leur avait dit. Il s'est mis dans la seringue tout seul, en fait, le Premier ministre. Ils ont entendu. Je ne sais pas, mais c'est vrai que le flou n'est jamais bon sur ces sujets-là et en politique. Et vouloir espérer que du flou sortira quelque chose de stable, c'est quelque chose de totalement illusoire et dangereux. On risque de le voir dans les prochaines semaines. Vous redoutez la censure, que le RN change d'avis finalement au dernier moment? Je ne sais pas si le RN change d'avis ou pas d'avis. Il faut se rappeler que pour Michel Barnier, ils ont changé d'avis dans les jours qui ont précédé. Ils prendront leurs responsabilités. Moi, je ne souhaite pas la censure spécialement parce que c'est de l'instabilité et qu'on aurait besoin d'un peu de stabilité institutionnelle. Nous, chez Horizon, on le souhaite, on le demande et on le souhaite avec une certaine forme de permanence depuis juillet 2022. C'est-à-dire depuis le moment où on a constaté qu'il n'y aurait plus que des majorités relatives à l'Assemblée, puisqu'on a souhaité que se construise avant la formation des gouvernements, et c'était le cas avec Elisabeth Borne, avec Gabriel Attal, Michel Barnier et de la même manière avec François Bayrou, que se construisent des pactes gouvernementaux, ou en tout cas des pactes de coalition, c'est-à-dire qu'on se prenne le temps de définir les 2, 3, 4, 5 mesures sur lesquelles on pouvait ensemble cheminer, et avant de nommer des gouvernements et de se demander ce qu'on va faire ensemble. C'est pour l'instant pas la méthode qui a été retenue. Juste, on va parler du budget dans quelques instants. Est-ce qu'il est envisageable, selon vous, qu'Horizon prône le recul de l'âge de départ à la retraite dans le prochain budget de la sécurité sociale, comme le font régulièrement les Républicains ici au Sénat?
Je ne sais pas si on ira jusque-là, je le redis, dans le contexte actuel, il ne faut pas se mentir. Nous, on souhaite attendre que le rendez-vous présidentiel soit un rendez-vous qui donne de la clarté et un mandat clair. Donc, vous toucherez avant 2027 sur cette question de l'âge ? De toute façon, on ne touche rien sur la question de l'âge. Et je ne vois pas bien comment, dans le contexte politique actuel et l'équilibre au sein du Parlement, on pourrait toucher à la question de l'âge aujourd'hui. On parle du budget julien. Oui, parce qu'on est le 26 juin et que certains chez vous, chez Horizon, se plaignent qu'aucune discussion ne se soit vraiment tenue sur les grandes orientations budgétaires. Alors, confirme aussi. On nous dit qu'aucune lettre de cadrage, par exemple, a été envoyée. Vous craignez quoi au travers de cette absence de discussion, qu'au final on accouche de mesurettes en juillet? D'abord sur la méthode, je regrette une chose, c'est que là aussi, engagement du Premier ministre lorsque nous avions voté avec retard, mais nécessité fait loi le budget en février dernier, engagement du Premier ministre de dire, dès le lendemain du vote du budget, donc on pouvait imaginer fin février, début mars, on se remet autour de la table et on travaille tous ceux qui n'ont pas voté la censure au mois de février, on travaille à élaborer le budget 2026 pour voir s'il y a une voie de passage. Je ne sais pas s'il y en aurait une ou s'il y en aura une, mais pour ça, il faut en discuter. Et on avait le temps. Là, on est effectivement fin juin. On n'a pas eu d'un début de réunion avec les ministres concernés, ni pour le PLF, ni pour le PLFSS. Donc je rappelle qu'il est quand même supérieur au budget de l'État, plus de 650 milliards. Donc c'est regrettable qu'on ait perdu ce temps. Alors maintenant, on nous annonce aux alentours du 14 juillet, des annonces qui permettront de voir quelle sera la voilure du budget, j'imagine, et aussi du budget sur la sécurité sociale pour l'année prochaine. Mais voyez, on a eu de février à juillet, on aurait pu travailler, et c'est effectivement... Qu'est-ce que vous élisez au travers de cette absence de réunion? C'est un vrai problème de méthode, ou tout simplement ils ne souhaitent pas discuter avec vous? J'avoue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'on est tous de bonne volonté, on a tous envie effectivement de doter la France d'un budget et de ne pas revivre ce qu'on a vécu la dernière fois, c'est-à-dire un budget qu'on discute, qui est censuré, un Premier ministre qui saute, un gouvernement qui revient, enfin toute cette instabilité. Il y a un problème avec Horizon Alors je ne suis pas sûr que ce soit Horizon, parce que quand je demande à mes collègues de Renaissance ou même du MoDem s'ils sont invités à des réunions, ils me disent que non, eux non plus. Donc ce n'est pas que Horizon. Non, je pense qu'il y a une animation du bloc central qui aujourd'hui fait défaut, et c'est dommage parce que sur ce sujet-là, évidemment, qu'est-ce qu'on va, vous me posiez la question tout à l'heure, oui, ce qu'on va voir revenir, c'est sans doute des idées qu'on n'aura pas tellement le temps de discuter ou travailler parce qu'il y a les vacances et que le mois de septembre, les choses sont déjà quasiment ficelées, donc ça va arriver très vite pendant l'été, et on va avoir des mesures d'économie qui risquent d'être du rabot, là où on a besoin d'économies de structure. Alors, Catherine Vautrin, hier, elle a parlé d'1,7 milliard d'économies sur les 2025. Sur les dépenses. Parce qu'il y a un dérapage 2025. Est-ce que ça vous paraît être la bonne fourchette, ou est-ce que ça prépare un coup de rabot? Alors, non, c'est la bonne fourchette, parce que là on parle pas du budget 2026. On parle du budget actuel. Et effectivement, le comité d'alerte dit, attention, ça dérape de 1,3 milliard. Donc elle dit, on propose des économies, c'est-à-dire on va freiner les dépenses du budget en cours pour 1,7 milliard. Donc oui, c'est logique, bien, et de toute façon, ce sont des mécanismes légaux. Et quand on voit le dérapage des dépenses cette année, est-ce que ça prépare un coup de rabot en 2026 ? Mais moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est la préparation de 2026, parce qu'on sait, on le dit depuis longtemps, on n'arrivera pas, si on ne fait pas d'économie, de structure. Si c'est donner des coups de rabot, on va épuiser, parlons du budget de la sécurité sociale, on va épuiser les hospitaliers, on va simplement freiner un peu plus la dépense du médicament avec le risque de voir quitter les laboratoires, quitter notre pays parce qu'on paye plus assez les médicaments. Donc tous ces sujets-là nécessitent des réformes de structure. Mais à repousser toujours les réformes de structure... C'est quoi des réformes de structure ? Les réformes de structure, c'est par exemple être beaucoup plus dirigiste dans la régulation des dépenses de santé, de manière à lutter contre les dépenses inutiles, contre ce que certains ont
comment dire, contre les rentes qui existent. La Sécurité sociale vient de sortir un rapport qui montre qu'il y a beaucoup de rentes, et il y a des sujets sur lesquels il faut s'attaquer violemment à une meilleure régulation. Mais pour ça, il faut avoir la main ferme. Ça veut dire moins de remboursement des médicaments, ça veut dire des jours de carence. La réforme de structure, c'est peut-être aussi poser la question de la carte hospitalière, des petites unités qui coûtent cher et qui, sans doute, sur le plan de la sécurité, posent question. Il y a 1001 questions. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir un peu de volonté. Mais pour ça, est-ce qu'il ne faut pas un mandat clair? Et j'allais dire, dans le contexte de l'instabilité politique que l'on connaît, est-ce qu'on vraiment on est en capacité de faire des grandes réformes de structure? En tout cas, en matière de les réformes de structure, c'est par exemple la suppression des agences qui a un débat qui a été posé il y a quelques semaines. Et est-ce qu'il y a le courage politique suffisant aussi pour faire ces réformes de structure, de supprimer parmi les centaines d'agences qui existent en France? C'est ça que j'appelle des réformes de structure. Il y a le courage politique suffisant pour les faire? C'est la question qui est posée, et ça on le saura quand on connaîtra à la mi-juillet les solutions que propose le Premier ministre pour la France. Très sincèrement, au travers de ce que vous nous dites, Monsieur Valletoux, on sent qu'il y a quand même une frustration, voire même un agacement certain contre François Bayrou. Et j'en veux pour preuve les propos que vous avez eus dans l'opinion. Vous déclarez que son inaction à François Bayrou nous tire vers le bas et vous n'excluez pas de le lâcher. C'est-à-dire, quand on est dans cette situation-là, autant voter la censure, non? Non. D'abord, on ne votera jamais la censure parce que, je le redis, la question primordiale, c'est donner de la stabilité. On aurait pu espérer... Oui, mais vous souhaitez le départ de François Bayrou. Non, il y a un Premier ministre... Très sincèrement, quand on vous lit, et je prends aussi les propos de Naïm Mamouchou, votre collègue, qui estime que le semblant de stabilité politique n'améliore pas la situation des Français. Je n'ai pas signé de contrat ad vitam aeternam pour tel ou tel gouvernement. Enfin, on sent vraiment si la coupe est pleine. Il y a un Premier ministre qui, quand il est arrivé dans son discours de politique générale, nous a parlé de nouvelles méthodes. Nouvelles méthodes versus ce qui s'était passé avec Barnier, de construction budgétaire dans le temps, où on allait pouvoir poser un certain nombre de réformes. Vous n'avez pas vu la couleur, c'est ce que vous dites. Et ce que j'appelle plutôt à dire un sursaut et au fait que un bloc central, ça s'anime. Il y a 4 ou 5 groupes parlementaires qui sont susceptibles de travailler ensemble à l'Assemblée nationale. Encore faut-il l'animer. On peut pas. Donc il n'est pas chef de la majorité, il n'anime pas la majorité. Il est peut-être encore temps qu'il prenne ce sujet à bras-corps. Il n'a toujours pas pris. Mais est-ce que concrètement, vous dites au Premier ministre, soit c'est le sursaut, vous reprenez en main, soit eh bien, tout simplement... Non, ce que j'ai proposé dans l'opinion, mais c'est une idée tout à fait personnelle, c'était qu'on puisse soutenir sans participer au gouvernement, c'est-à-dire de manière à marquer que, effectivement, nous, on prône la stabilité, donc on ne veut pas jouer ni au jeu de la censure, ni à enlever, à retirer nos voix des réformes qui seraient nécessaires. Mais les ministres Horizon doivent quitter le gouvernement, selon vous? Mais on pourrait marquer, j'allais dire, une certaine distance en restant soutien, mais pas participer au gouvernement. C'est mon opinion personnelle. Alors c'est facile à dire, je ne suis pas au gouvernement. Mais vous en avez parlé avec les ministres concernés? Mais c'est vrai que, si vous voulez, aujourd'hui, on voit bien que soit on avalise la méthode, et ce qui est en train de se passer, et on ne dit rien, et soit on tire aussi la sonnette d'alerte sur ce qui nous semble. Parce qu'il y a une vraie difficulté. Mais pour être clair, Frédéric Valletoux, est-ce qu'aujourd'hui le socle commun existe encore? Je m'interroge, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de feuille de route, on ne sait pas ce sur quoi on doit travailler. On parlait du budget, c'est l'acte majeur dans un pays, on ne sait pas à quoi il va ressembler, on n'entend parler de rien, on est associé à rien. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est compliqué de se dire on est solidaires les uns des autres, mais pour aller où, pour faire quoi? Et à cette question, sincèrement, on ne sait pas répondre, et personne ne sait répondre. Si, on va dire, il faut qu'on redresse les finances publiques. Bien sûr qu'il faut qu'on redresse les finances publiques. Comment? Par quelle voie? Certains veulent plus d'impôts, nous on ne le souhaite pas. Certains veulent des réformes de structure, nous on le souhaite violemment, d'autres ne le veulent pas. Bon, et on peut le discuter. Et est-ce qu'il y a un chemin de passage? Je ne sais pas. Mais tant qu'on n'a pas discuté, on ne peut pas répondre à cette question. Julien. On va parler de votre leader, du patron d'Horizon, Édouard Philippe. Alors le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, que nous représentons honorablement avec Oriane, montre que Édouard Philippe chute de 4 points en un mois. Il est devancé par Marine Le Pen et Jordan Bardella, et il est rejoint par Bruno Retailleau. C'est la fin de l'âge d'or?
Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a eu, si c'était la fin de l'âge d'or, ça serait quand même un âge d'or qui aura duré plus de 4 ans, puisqu'il a quand même... Ça fait un âge d'or. Oui, non, mais je veux dire... Non, mais est-ce que concrètement, il n'est pas touché, est-ce qu'il n'est pas touché un peu par l'usure Non, je ne crois pas. Les sondages, ça va, ça vient. Bruno Retailleau n'était pas dans les sondages il y a quelques mois. Barnier était très haut dans les sondages il y a quelques mois. Gabriel Attal reste haut. Il ne l'était pas il y a quelques mois aussi. Voilà, si vous voulez, c'est pas grave et c'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est qu'Édouard Philippe, il a une trajectoire. Il a dit à plusieurs reprises qu'il serait candidat en 2027. Il construit depuis 2021 une force qui s'appelle Horizon, qui fédère de plus en plus de monde. Vous allez voir au soir des municipales qu'Horizon est un parti qui rassemble et un des partis qui rassemble le plus de maires et d'élus locaux. Voilà, cette force, elle se construit. Elle est présente dans tous les départements. Le corpus d'idées se construit. Le candidat est toujours est toujours très motivé et volontariste sur ce sujet, à construire cette candidature. Voilà, les sondages, ils baissent, ils montent, ça dépend des fois. En tous les cas, ce qui est vrai, et ça pour le regarder dans la durée, c'est que depuis son départ de Matignon, c'était il y a déjà bientôt en juillet, ça fera 5 ans, il a gardé un lien très fort avec les Français. Alors parfois il est à 25, à 23, à 28, j'en sais rien, mais il a gardé quand même ce lien très fort avec les Français, malgré cet éloignement du pouvoir dont on a pu dire que ça y est, il va disparaître. Rappelez-vous, on prédisait à Édouard Philippe de disparaître aussi vite qu'il était apparu. Et c'est 5 ans après, on voit que ce lien, il est fort, c'est-à-dire que les Français voient en lui un homme d'État, ce qu'il est. Vous parlez d'un corpus idéologique, alors il en parle dans son nouveau livre qui s'appelle « Le prix de nos mensonges », vous l'avez lu, j'imagine. J'aimerais bien avoir votre avis, parce est-ce qu'il a raison de dire que la France doit regarder la réalité en face, qu'elle a déchaussé de la marche vers la croissance? On en est là, on est vraiment au bord du précipice. Oui, on est au bord du précipice. Regardez l'état des finances publiques, regardez le déficit de la sécurité sociale. On est à 23 milliards d'euros, c'est-à-dire quasiment autant qu'en 2021, sauf qu'en 2021, il y avait le Covid. Là, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus d'épidémie. Et pourtant, on est dans un état dégradé de nos finances publiques. Et la sécurité sociale... Ça fait 8 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. C'est le pacte social. Non, mais c'est le pacte social. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui unit les Français. C'est ce qui fait nation aussi, à notre modèle de protection sociale. Donc, il est fragile et il faut s'y atteler. Pourquoi? Il a raison de tenir ce langage de vérité. Parce qu'effectivement, il y aura des réformes qui seront douloureuses. Et c'est intéressant, parce que, vous voyez, il parle de méthode. C'est toujours, bien sûr que quand on se présente à une élection, c'est des projets, quel type de réforme on veut pour la France. Mais c'est aussi une méthode. Et on parlait de la méthode du Premier ministre actuellement. Lui, il a déjà dit ce qu'il voudrait, s'il est élu, profiter des législatives pour interroger les Français sur des référendums concomitants aux élections législatives, pour avoir un mandat clair de réforme. Et la méthode est quelque chose sur lequel il a raison d'insister, parce que c'est essentiel. Et en tout cas, dans une dernière question, Julien ? Elle est spécifique. Une question municipale pour vous, Monsieur Valchou. Vous avez annoncé votre candidature sur la liste des municipales à Fontainebleau. Ah oui, c'est votre ville de cœur politique. Ouais. Mais alors, qui mènera cette liste? Julien Gondard, qui est celui qui vous a remplacé en 2022, ou bien on en discute, on en parle régulièrement. Mais ça peut être vous. Vous n'excluez pas que pourquoi pas, on verra, oui, pourquoi pas, ça peut être moi, bien sûr. Moi, et donc quitter l'Assemblée? Je suis dans l'aventure municipale. Non, mais on verra. Enfin, ça, là-dessus, c'est pas l'essentiel, vous savez. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est quand même. Oui, c'est dans 9 mois. Dans 9 mois, on a le temps. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à Fontainebleau, on continue l'œuvre de transformation et ça, j'y tiens. Merci beaucoup, Frédéric Valchou. Merci d'avoir été notre invité. Julien, on regarde la une de La Voix du Nord. Comment améliorer le quotidien des enfants? C'est ça. Et puis, on raconte l'histoire, l'expérience de la ville de l'Homme qui continue d'adopter le rythme de 4,5 jours pour les enfants. C'est à lire dans La Voix du Nord. Merci Julien. Merci, la semaine prochaine, on passe au Club des Territoires.